Cette semaine au Face à Face, je reçois le meilleur boxeur canadien de l'histoire, un double champion du monde, a participé aux Jeux d'Athènes en 2004 des Jeux olympiques, a plus de 100 combats amateurs également, il a tout fait dans la boxe. J'ai-tu besoin vraiment de le présenter? Jean-Pascal, comment ça va? Salut Pat, ça va super bien? Ça Merci, va très, toi? très bien. Ben, ça va super bien. Écoute, avec tout ce que je viens de dire là, ton palmarès au niveau de la boxe, qu'est-ce que tu as fait dans la boxe? Tu as été champion du monde, tu as affronté les meilleurs au monde. Est-ce que tu sens que tu as encore quelque chose à prouver dans ce sport-là? Sincèrement, je pense que non. Je pense pas. La raison pourquoi que je boxe, c'est le plaisir. Tu sais, il y a la chanson Jean Batailleur. C'est dans moi, c'est dans mon ADN de me battre. J'aime ça. C'est juste que là, peut-être que va que je transige cette passion-là vers la business, vers l'entrepreneuriat. Parce que moi, je suis une personne qui s'est toujours battue pour tout ce que j'ai dans la vie. Puis il faut se battre pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut aussi dans la vie, que ce soit une femme, que ce soit une promotion, que ce soit un titre. Alors, c'est important de se battre. Ben, quand on voit ton palmarès, évidemment, tu n'as pas volé ce que tu as aujourd'hui. Tu n'as jamais refusé aucun combattant. Tu es un bagarreur, mais plus que ça, tu es un excellent boxeur, technicien aussi. Mais tout le monde qui ont été devant toi, que ça soit n'importe qui, on parle des Kovalev, de Bivol, de Badou Jack, c'est incroyable le palmarès que tu as, ont toujours eu. Ils se sont toujours présentés à 100%, ils n'avaient pas le choix. Tu n'as jamais donné de combat facile, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. C'est-tu quelque chose qui te représente ça dans la vie aussi? Oui, définitivement. L'excellence est un mode de vie. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais le meilleur, mais pour se passer le meilleur et croire au meilleur, il faut affronter les meilleurs. Alors, moi, mon rêve, c'est toujours de me battre contre les meilleurs. Je me rappelle, tu nommais mon palmarès amateur. Je suis allé aux Jeux d'Athènes en 2004. Ça me rajeunit pas, mais bon. Moi, tu sais, dans ma carrière amateur, c'est à l'époque, Cuba était le pays qui dominait la boxe depuis plus de 30-40 ans. Et moi, mon rêve, c'était d'affronter un jour un Cubain. Et j'ai jamais affronté un Cubain. Et quand je me suis rendu aux Olympiques, au premier tirage au sort, j'affronte un Cubain. Alors, pour être franc avec vous, j'ai toujours voulu affronter un Cubain, mais peut-être pas le premier combat aux Jeux Olympiques. En 2009, tu es devenu champion du monde pour la première fois face à Diacono. Parle-moi un petit peu de ce feeling-là, finalement, d'arriver. Parce que tu es arrivé en combat professionnel, tu as eu une méchante séquence de victoires jusqu'à temps de devenir champion du monde, tu étais invaincu. Parle-moi justement de cet accomplissement de devenir champion du monde pour la première fois de carrière. Définitivement, c'était un rêve qui devenait réalité. Je me rappelle, tu sais, le monde pensait aussi, tu sais, moi j'ai eu plusieurs rêves. Tu sais, mon premier rêve, c'était de venir, parce que j'étais en technique policière au Collège d'Antique. Pendant que j'étais aux Olympiques, j'ai laissé la deuxième semaine des Jeux Olympiques pour pas manquer ma première 2 semaines au collège en technique policière, parce que c'était une technique qui était difficile. Je voulais pas manquer de cours, je voulais pas manquer une semaine complète pour ensuite faire du rattrapage. Alors j'ai laissé les Jeux Olympiques pour pas manquer ma première semaine d'école au Collège d'Antique en technique policière. Donc moi, mon rêve, c'était de devenir le premier noir directeur du service de police de Montréal. Okay. Alors, c'est quand j'ai terminé ma technique policière en SIC. Là, maintenant, il fallait que j'aille 4 mois à Nicolet. Nicolet, c'est l'Institut de police du Québec. Mais pour ça, je ne pouvais pas prendre de break et j'étais déjà dans mon ascension dans les rangs professionnels. Alors, là, il fallait que je prenne 4 mois de pause de boxe pour me concentrer en technique policière. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à Nicolet ou je me concentre à la boxe? Puis toute ma vie, je me suis concentré à la boxe. Je me suis concentré à l'école. Là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais me concentrer à la boxe pour voir où ça peut m'amener. Et ça ne fonctionne pas, je vais retourner à Nicolet parce que je ne pouvais pas faire le contraire. Je ne pouvais pas me concentrer à Nicolet, rentrant dans la police, puis voir à 25 ans, j'aime pas la police, puis commencer une carrière professionnelle. Alors, je me suis concentré sur la boxe et ça m'a amené champion du monde. Alors, c'est pour ça que le 19 juin 2009, j'ai très fier de moi et ça l'a affirmé que j'avais pris le bon choix de continuer ma carrière de boxe au lieu d'aller à l'Institut de police. Tu as été champion jusqu'en 2011 et là-dedans, tu as battu Chad Dawson en 2010. Et si je me souviens bien, tu étais champion, mais tu n'étais pas favori dans ce combat-là. Chad Dawson était considéré comme le prochain grand boxeur de tous les temps et c'était lui qui était favori, même si c'était le challenger.
Puis tu as fait taire quand même tous tes détracteurs. Exactement. Chad Dawson était favori 4 contre 1. Il avait battu Anthony Tarver qui avait battu Roy Jones Jr. Ouais. Il avait battu Glenn Johnson qui avait aussi battu Roy Jones Jr. Alors, c'était la grande vedette. Je pense à l'époque, Floyd Mayweather venait juste de prendre sa retraite et Floyd Mayweather avait dit, compte tenu que j'ai pris ma retraite, le meilleur boxeur livre pour livre à l'époque, c'est Chad Dawson. Il l'avait classé numéro 1. Je pense qu'il était classé dans le top 5 pound for pound, mais Floyd Mayweather avait dit qu'il était classé numéro 1. Alors, on ne donnait pas cher de ma peau. Seulement moi, et même, c'est pour être franc avec vous, même mon entourage croyait pas vraiment mes chances. Quand je parle de mon entourage, je parle pas de ma garde rapprochée, de mon équipe de boxe. Mes entraîneurs croyaient en moi parce qu'ils savaient que j'étais acharné, j'allais travailler fort, fort, fort. Mais tu sais, mes amis, ma famille, tu sais, la journée du combat, je voyais dans leurs yeux que oui, ils étaient derrière moi, mais je voyais la peur dans leurs yeux. Mais moi, j'étais vraiment confiant parce que pourquoi j'étais confiant, c'est que lors de mon rematch contre Adrien Diaconou, j'avais été en Colombie m'entraîner et je savais qu'en battant Diaconou, j'allais affronter probablement Chad Dawson pour une défense obligatoire. Alors même avant de commencer à me concentrer sur Diaconou, je regardais déjà les films de Chad Dawson. Ben, j'ai juste fait ça pendant la première semaine de mon camp d'entraînement. Je regardais beaucoup les films de Chad Dawson et j'ai vu qu'il y avait une manie qui se passait toujours vers la gauche. Alors là, je me suis dit que si je lance ma droite de cette façon, je vais passer tout droit. Alors c'était important pour moi de lancer ma droite de côté et c'est exactement ça que j'ai fait lors de mon combat. J'ai lancé toujours ma droite de côté et il se penchait toujours du bon côté pour que je le puisse atteindre. Et c'est ça qui a fait une grosse différence. Mais j'étais vraiment fier de moi. Puis ça a été un travail d'équipe. J'ai travaillé avec mon psychologue sportif, Robert Schenke, avec mon partenaire d'entraînement, Troy Ross, qui est maintenant mon entraîneur. Alors, ça a été un très bel accomplissement. Tu as eu tellement des grands moments dans ta carrière. On parle de Charles Dawson, mais je veux dire, tu as affronté des Bivol, des Kovalev, tu as tous affronté Badou Jack, Bivol. Quel moment tu es le plus fier de ta carrière? Est-ce que c'est un combat ou ben non, c'est le fait de toujours être revenu plus fort après une défaite? Ben, premièrement, c'est devenir champion du monde une première fois parce que c'est le rêve de tout jeune boxeur. Tout jeune boxeur veut devenir champion du monde. Alors oui, devant les miens, au Centre Bell contre Diaconou, j'étais pas favori. En plus, à l'époque, compte tenu que Diaconou était le champion, moi, j'étais l'aspirant. Il était, admettons, du bon côté de la clôture parce qu'il était avec Etherbox, il y avait Eric Lucas, il y avait Lucien Muté. Nous autres, on était les méchants loups. J'étais avec Jim, Gros Pivot Michel, Jean-Pascal, c'est eux autres qui dirigeaient beaucoup. Alors, c'était vraiment deux clans, mais j'ai fait taire les critiques. J'ai remporté la victoire. Les gens ont commencé à se ranger derrière moi. Alors, j'ai été vraiment fier de moi. Mais qu'est-ce que je suis encore plus fier, c'est d'avoir revenu champion du monde après 10 ans contre Marcus Brown en 2019. Les gens, je pense, après ma défaite contre Dimitri Bivol en 2018, disaient que j'étais fini. C'était après ma retraite. Je me rappelle même... Ça, c'est le championnat WBA. WBA, exactement. Je me rappelle même après le combat, quand je reprenais l'avion, il y avait Jérémy Filosa, j'étais assis de lui à côté de l'avion, puis il me disait, Jean, pour ta santé, ça serait important de prendre ta retraite. Tu sais, on ne veut pas que tu te blesses. Mais moi, ce combat-là, justement, c'est ce combat-là que j'ai vu que j'avais du gaz. Malgré qu'est-ce qu'on a dit à la télé, que c'était un combat sens unique, mais moi, je trouve que j'avais très bien performé. J'avais donné une très belle bataille et j'ai vu que j'avais encore le gaz. Et même quelques années plus tard, Dimitri Bivol a dit avant son combat contre Artur Beterbiev que j'avais été son combat le plus difficile. Il avait même boxé contre Canelo. Alors, c'est la preuve que j'avais donné une très belle performance. C'est la preuve que je savais que j'étais sur la bonne voie, que je pouvais encore tenir contre l'élite. Et c'est pour ça que je suis redevenu champion du monde. Puis l'autre combat d'après, j'ai affronté Marcus Brown, qui a été aux Olympiques, je pense, en 2012 pour les Américains. Et j'étais encore une fois un négligé, 4 contre 1. En étant champion encore? Non, j'étais pas champion, c'était lui le champion. C'était lui le champion WBA. Et il avait battu Badou Jack pour devenir champion. Et je l'ai battu à l'étranger, au Barclays Center, dans son patelin à lui. Alors ça, j'étais vraiment fier de moi. Puis qu'est-ce que ça m'a démontré, cette victoire-là? C'est
c'est une quote que je dis toujours, puis que j'adore, puis que je dis à ma fille que c'est vraiment important, c'est de jamais laisser les autres, jamais laisser l'opinion des autres devenir ta réalité. C'est pas parce que les gens disent « Hey, Pat, t'es laid, t'es bobo, va prendre ta retraite » que ça doit devenir ta réalité. Si tu les écoutes, effectivement, ça va devenir ta réalité. Mais si tu crois en toi, tu mets la discipline, le travail, puis tu persévères, tout peut arriver. Moi, c'est exactement les 3 clés du succès que j'ai mis en application. Travail, discipline, persévérance. Et c'est pour ça que je suis revenu champion du monde, parce que je suis devenu champion du monde en 2009. Là, j'ai réessayé, je pense, la première fois en 2015. J'ai pas réussi. En 2016, j'ai pas réussi. Ça m'a pris 10 ans. En 2018, j'ai pas réussi. Puis à ce moment-là, tu sentais que le monde critiquait peut-être tes choix de combat ou ben non, que c'était... Les gens critiquaient pas mes choix de combat. Les gens critiquaient pourquoi je continue, pourquoi je veux pas arrêter, parce que j'étais comme dans la trentaine déjà. Et aussi, tu sais, il faut comprendre que la vie évolue. Les gens évoluent, le sport évolue, tout évolue dans la vie. Dans l'ancien temps, comme je dis, on atteignait en boxe notre pic à 25 ans. À 30 ans, on était fini. Alors, les gens avaient encore ça dans leur mentalité qu'un boxeur de 30 ans est fini. Mais avec l'évolution de l'entraînement, la nutrition, plein de choses, les boxeurs, on peut avoir une longévité beaucoup plus grande. Regardez LeBron James, Tom Brady, Jean-Pascal. J'ai pu comme prolonger ma carrière compte tenu que je me suis entraîné de façon intelligente, ma nutrition, j'ai pris soin de moi, j'ai pris soin de ma santé, de mon corps. Alors, avec tous ces éléments-là, on peut prolonger notre carrière. Puis, je pense que maintenant, notre pic, on atteint plus ça à 25 ans. On atteint ça environ vers 30 ans dans la boxe. Fait que jusqu'à 30 ans, 35, c'est là que tu vois vraiment ton pic. Puis ensuite, tranquillement, ça peut commencer à redescendre. Tu as été un combattant ultra flamboyant dans le ring, mais tu l'as été aussi à l'extérieur. Tu as eu des grosses déclarations, puis tu n'es jamais arrêté à ce que le monde allait penser pour tes déclarations. Puis moi, je respecte ça beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est un peu à cause de ça, tu n'avais pas la langue dans ta poche, que le monde pensait peut-être le manque de sérieux sur ton entraînement, parce que tu dis justement, le monde ne voyait pas ce qui se passait en arrière, puis moi je savais que j'étais capable de m'entraîner, puis j'ai toujours pris soin de mon corps. Est-ce que tu penses que le monde, on peut dérailler un peu sur l'aspect sportif là-dessus? Je crois que c'est juste que le Québec, on n'était pas encore là. Je pense que j'étais un avant-gardiste. J'étais un pionnier dans plusieurs choses que j'ai faites dans la vie et dans le sport. Les gens n'étaient pas prêts à des déclarations flamboyantes, au personnage qui était Jean-Pascal. Puis, tu sais, j'en veux pas aux gens, ça fait partie de la vie. Je crois que nous les prophètes dans son pays. Alors, s'il fallait que je sois l'agneau sacrifié pour faire avancer les choses, faire changer les mentalités, ça me dérangeait pas. Puis maintenant, aujourd'hui, c'est la norme, je crois. Donc, j'étais juste avant mon temps, je crois. C'est ce que je crois aussi. Avant, on s'excusait un peu d'exister. Là, on voulait pas déranger personne. Puis quand tu es arrivé, c'est sûr, ça a choqué bien du monde. Puis finalement, quelqu'un qui avait pas peur de dire ce qu'il pensait, surtout qui parlait de ses qualités à lui à la place de descendre les autres. Je pense que tu as été un des premiers à ça. Puis le monde voyait ça comme de l'arrogance, mais moi, je voyais plus ça comme une confiance en ses moyens. Définitivement, il faut avoir confiance en soi avant tout. Moi, je pense que les 3 clés du succès, c'est le travail, la discipline et la persévérance, mais tout ça enrobé avec beaucoup de confiance. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, ça va être difficile de réussir, que ce soit en business, que ce soit en amour, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quel domaine que tu fais, il faut avoir confiance en tes moyens. Si tu veux aller creuser une fille, puis tu n'as pas confiance en toi, la fille, elle va le ressentir, tu sais. Donc, si tu veux avoir un travail, une promotion, puis ton boss voit que tu n'es pas certain de qu'est-ce que tu veux, de qu'est-ce que tu dis, tu n'auras pas ta promotion. Il faut que tu démontres de la confiance pour que les gens aient confiance en toi. Je pense qu'à 43 ans, tu boxes encore, ça démontre la discipline que tu as eue à travers les années et que tu l'as encore aujourd'hui. Je veux qu'on revienne en 2014 quand tu t'es battu contre Lucien Boutin. Je pense que c'est le plus gros combat québécois qu'on a jamais eu dans l'histoire. Quand on repense à ça, on faisait complètement la comparaison entre le Ouellet et les Hilton. On n'avait jamais eu de gros combats comme ça ici au Québec. Ça a été un succès, tu es allé chercher cette victoire-là. Est-ce que tu trouves que la boxe québécoise est en santé aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour refaire des rivalités comme ça au niveau du Québec? Parce qu'on a une pépinière de talent, on a d'excellents boxeurs.
On dirait que tu as fait partie de la dernière génération où on était capable de remplir le Centre Bell avec 2 Québécois ou 2 personnes qui s'entraînent ici. Oui, définitivement. Mais je pense que le problème, c'est que ça remonte un peu plus loin. C'est que dans le temps, il y a plusieurs promoteurs qui, au lieu de faire acheter les billets, ils donnaient beaucoup de billets gratuits, peut-être même des 2 pour 1. Alors, les gens ont perdu l'habitude d'acheter des billets parce qu'ils recevaient les billets gratuitement. Alors, les gens disaient, je vais attendre la dernière semaine, on va probablement recevoir des billets gratuits pour remplir l'aréna. Alors, le promoteur qui donnait beaucoup de billets gratuits a fait mal à l'industrie de la boxe, malheureusement. Et c'est pour ça que les gens, je pense, achètent de moins en moins de billets parce qu'ils s'attendent d'avoir un billet gratuit. Et aussi, oui, le fait que aussi d'autres promoteurs font beaucoup boxer, ils prennent des boxeurs de l'étranger pour les amener ici pour devenir québécois, mais il n'y a rien de mieux qu'un vrai produit québécois, made in Québec, fabriqué au Québec. Alors, je pense qu'il faut faire plus de place aux Québécois, aux athlètes québécois, made in Québec pour pouvoir faire rayonner la boxe québécoise à l'international. Est-ce que tu trouves que tu reçois le crédit nécessaire, le crédit qui te doit à la boxe ici au Québec? Définitivement non, mais ça fait partie de la nature humaine. On reçoit toujours nos fleurs quand on est sur notre lit de mort ou malheureusement c'est dans notre tombe. Peut-être qu'on va m'offrir mes fleurs quand je vais mourir. C'est plate, mais non, sincèrement, j'ai pas le crédit que je reçois, mais ça fait partie de la game. J'en veux pas aux gens, mais je sais que veux pas, un jour, on va se rappeler de moi. Il y a plusieurs gens qui savent même pas que c'est moi qui ai initié le programme Sport-Études Boxe au Québec. Ah ouais? Et parle-moi de ça. C'est comme ça que moi, j'étais au secondaire, je voulais aller à l'école Georges Vanier en sport-études boxe. Et j'ai fait mon secondaire 1, mon secondaire 2. J'ai eu les notes nécessaires pour entrer dans le programme Sport-Études. Mais là, quand je suis arrivé dans le programme, on m'a dit, il n'y a pas de boxe dans votre programme. Ça n'existe pas pour le programme Sport-Études Boxe. Alors, j'ai dit, ça n'existe pas. Créez-le. On va créer le programme. C'est pas plus compliqué. Et avec moi, on a créé le programme Sport-Études Boxe. Puis pendant des années et des années, j'étais le seul athlète, pas au Québec, mais au Canada, dans le programme Sport-Études Boxe. Et c'est ça qui m'a permis justement de converger école et boxe en même temps. J'ai pu aller aux Olympiques. Je faisais la moitié de la journée à l'école. L'autre moitié, c'est dans l'arène de boxe, au gymnase de boxe. Et même quand je suis allé au collège en tant que policière, j'ai demandé d'être dans le programme Sport-Études Boxe parce qu'il y avait le programme au collège pour le hockey, le football, le basket, le tennis, mais il n'y avait pas de boxe. Puis on dit, mais tu peux pas, il n'y a pas le programme. Là, je dis, mais créez-le. Ils l'ont créé encore. Puis quand j'ai tourné professionnel pendant que j'étais au collège, ils ont dit, mais là, tu peux plus parce que tu es rendu professionnel. Je me suis encore une fois battu. Là, ils m'ont permis de faire le programme Sport-Études Boxe niveau professionnel au collège. Et c'est pour ça que j'ai pu terminer ma tank policière. Et peut-être un jour aspirer de devenir le premier noir directeur de service. Mais cependant, j'ai changé mon fusil d'épaule pour me concentrer sur la boxe et je crois que j'ai fait une belle job. Bon, on peut-tu amener les fleurs à Jean? Alors, y avoir pensé, on l'aurait fait. Mais écoute... Mais aussi, juste pour terminer, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, je me retourne de bord. Puis je vois qu'il y a des centaines d'athlètes boxeurs qui sont dans le programme Sport-Études Boxe. Beau ça. Je fais wow, parce que moi, pendant des années, comme je vous dis, des années, j'étais le seul boxeur au Canada dans ce programme-là. Là, maintenant, je me tourne de bord, puis je vois plein d'athlètes, étudiants athlètes, boxeurs dans le programme Sport-Études. Alors, ça vient me chercher. Je sais que c'est moi qui ai ouvert la porte à ça. Alors, mais pourquoi on n'est pas moi. au courant de ça? Il y a plein de choses que vous n'êtes pas au courant. Non, je crois que mes bons coups, on les garde toujours cachés et les mauvais coups que je fais, on fait la une des journaux parce que malheureusement, le négatif vend plus. Il y a plus de clickbait dans le négatif. Ouais. Mais j'ai fait beaucoup de choses. Mais comme je vous dis, c'est juste la nature humaine, malheureusement. Mais parce que comme je dis, c'est moi qui l'emmène, mais comment ça qu'on l'a jamais su, qu'on l'a jamais dit? Ben, félicitations pour ça. Merci. Honnêtement, c'est le fun d'apprendre ça parce que je pense qu'il y a je ne veux pas dire qu'il y a une responsabilité, mais quand tu es capable de redonner à ta communauté, redonner à la boxe, au sport que tu as fait vivre pendant des années, je pense que c'est ça le trait d'un grand athlète, quand il est capable de redonner à son sport. C'est exactement, c'est pour ça que je suis vraiment fier de moi, c'est pour ça que je mets ça de l'avant et c'est une des raisons aussi que j'ai parti
Apex Athlete Management, c'est une plateforme qui va aider les athlètes, les boxeurs, mais les athlètes à pouvoir converger, se concentrer sur le sport. Parce que moi, j'étais chanceux, c'est dans ma carrière, oui, je me suis managé moi-même, mais c'est important d'avoir un manager pour que l'athlète puisse se concentrer. Qu'est-ce qu'il sait faire le mieux? C'est boxer ou être dans son sport et laisser les professionnels faire leur travail. Et moi, j'ai fait les deux en même temps. Donc, c'est pour ça que je connais bien la matière à l'intérieur puis à l'extérieur du ring. Donc, Apex, c'est une boîte de gérance? Oui, exactement. Une plateforme de gérance. J'appelle pas une boîte, plus une plateforme de gérance qui va aider les athlètes à croire leur patrimoine. Parce que oui, les athlètes, les joueurs de hockey, les boxeurs, ont fait beaucoup d'argent rapidement. Mais une carrière d'athlète, ça dure peut-être 5 ans, 10 ans. Mais tout l'argent que tu as ramassé, il faut que tu la gardes pendant 50 ans, 60 ans. Et malheureusement, il y a plusieurs études qui disent que les athlètes, 3 à 5 ans après leur retraite, filent pour bankruptcy. C'est la faillite, exactement. Ils ne sont pas suivis. Donc, ils ne savent pas comment. Parce que oui, on n'apprend pas, malheureusement, à l'école, on n'apprend pas comment faire de l'argent, puis surtout comment la conserver, la fructifier. Et c'est ça que moi, j'ai appris sur le tard, malheureusement, mais jamais trop tard pour apprendre. J'ai de l'argent placé dans le real estate, dans le stock market, avec les banques aussi. Donc si j'avais pas fait ces moves-là, probablement que je serais en difficulté financière en ce moment, mais présentement, je suis bien. La seule chose que je suis fâché, c'est que en 2009, je me rappelle encore comme si c'était hier, en 2009, parce que moi, je suis un visionnaire, que ce soit dans n'importe quoi, je suis un visionnaire. Puis en 2009, puis moi, je savais que la voiture électrique, ça allait être le futur en 2009. Puis je voulais investir dans Tesla. Mais par contre, je ne savais pas comment. Puis deuxièmement, je ne savais pas que des gens comme nous pouvaient investir dans Tesla. Alors, puis aussi, j'étais un jeune, j'avais ma carrière, j'avais plein de choses. Donc, je ne me suis pas trop arrêté, mais je n'ai pas eu de mentor ou de quelqu'un qui m'a dit, mais Jean, investi de telle façon, mais j'avais eu l'idée d'investir dans Tesla parce que je me suis dit, ça va être l'avenir. Puis en plus, j'étais déjà avec une banque privée et la banque m'a jamais dit, ben tu peux investir dans Tesla, tu peux investir. Eux autres me faisaient investir dans leur banque à eux, dans leurs actions à eux pour pouvoir faire croître. Ça faisait croître mon argent, mais pas mal tranquillement. Puis aujourd'hui, j'ai fait un petit calcul que si j'avais investi, si j'avais su comment faire pour investir dans Tesla, j'aurais fait. Puis je voulais investir à l'époque 100 000. Puis à l'époque, 100 000 dans mon temps, c'était rien parce que j'habitais chez ma mère, je faisais 1 million par combat, j'avais pas de dette, j'avais rien. Fait que j'avais les moyens d'investir facilement 100 000 dans Tesla. Puis si j'avais investi 100 000 dans Tesla en 2009, combien tu penses qu'aujourd'hui ça m'aurait donné? Une couple de millions. Combien environ? De mon chiffre? Il faut dire 60. 60, ben, tu as vu, c'est quand j'ai fait les calculs, je pense que j'étais à 24 millions. À 24. Pour 100 000 en Tesla. Puis en plus, la même chose avec Bitcoin. Je voulais investir dans Bitcoin, mais je ne savais pas comment. Je ne pensais pas que les gens comme nous pouvaient investir dans Bitcoin. Ouais. Je voulais investir 100 000 dans Bitcoin. Combien tu penses qu'aujourd'hui, ça m'aurait donné? Ça, c'est encore plus. Donne-moi un chiffre. Je ne sais pas, là, je vais dire autour de 80, 90. Quand j'ai fait les calculs, ça m'aurait donné 1 milliard. Wow. 1 milliard de dollars. Si j'avais su ces connaissances-là à mon jeune âge, c'est quelque chose que je veux transmettre aux plus jeunes aussi. C'est un accompagnement, honnêtement. C'est pas juste du management, mais c'est un accompagnement. On va te montrer comment faire. Oui. Puis je pense, c'est ça, parce que l'athlète professionnel pense au moment présent. Oui. Il pense jamais que sa carrière va finir. Surtout quand on est jeune, ça arrivera jamais, je vais gagner des millions, puis tout ça, mais on n'est pas accompagné là-dessus. Puis souvent, l'entourage fait mal aussi. Donc, faire accompagner le monde des athlètes professionnels, de s'entourer des bonnes personnes aussi, c'est une des clés. Là. Ah oui, effectivement, je me rappelle, là, ça m'a fait penser un peu à une tune de Lil Wayne que je chantais dans mes bonnes années quand j'étais à Miami, puis je faisais le party avec les autres artistes. Puis Lil Wayne dit « I will never be broke ». Puis moi, je chantais ça parce que j'avais des millions dans le compte de banque. Ben, tu sais, maintenant, les millions ont pas mal baissé, fait que c'est pour ça que c'était important de faire attention. Tu sais, je me rappelle dans une soirée avec Rick Ross, dans une soirée, j'ai dépensé 18 000 $. C'est une bonne soirée? C'est une bonne soirée, mais à la fin de la journée, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Tu comprends? Sincèrement, je ne regrette pas. Parce que le faire une fois,
c'est correct si tu as les moyens, mais il y a plusieurs athlètes qui vont faire ça à répétition. C'est là que ton compte de banque commence à baisser, puis c'est là que tu peux avoir des problèmes. Puis surtout, emprunter pour payer des dettes ou sinon emprunter pour payer des biens de consommation, c'est la pire chose qu'un athlète, mais n'importe qui peut faire dans la vie. Si on emprunte pour pouvoir investir, là c'est intelligent. Admettons que tu empruntes à la banque, admettons, à 6%, puis tu l'investis à 12%, tu fais du 6% à rien faire. Ouais. Alors, c'est ça la clé. Mais moi, c'est des stratégies que peut-être maintenant, c'est obvious pour nous. Mais voilà 15 ans, c'était pas clair, c'était pas obvious, puis c'est pas des choses qu'on avait appris à l'école. C'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Alors, moi, je veux aider justement les plus jeunes à fructifier et conserver leur argent et leur patrimoine. Ah, ben ça, c'est cool. Je veux qu'on revienne à la boxe un peu, parce que tu disais tantôt tes 3 clés du succès, la discipline, mais surtout, une des affaires là-dedans, tu disais, écoute pas ce que les autres vont dire. Écoute pas ceux qui vont critiquer tes choix. Et ces derniers temps, le monde critique beaucoup tes choix sur à 43 ans, pourquoi tu boxes encore. Pourquoi tu boxes encore à 43 ans? Pourquoi je ne boxerais pas à 43 ans? Ben, c'est la question que je te pose. Ben ça, c'est ça que les gens disent, pourquoi tu boxes? Moi, je pose la question aux gens. Tu fais partie des gens. Alors, pourquoi je ne boxerais pas à 43 ans? Je suis encore en santé. J'ai encore la passion. J'ai encore souvent, l'amour du sport. les gens c'est souvent des opinions du monde qui n'ont jamais fait de sport, mais ils vont dire, ouais, mais pense à ta santé, pense à ta legacy, pense à ton héritage. Qu'est-ce que tu vas laisser sur ton héritage si tu finis ta carrière sur des défaites ou peu importe, ou des combats de moins grande envergure. T'es la première fois de ta carrière que tu as 2 défaites de suite, mais il reste que, tu sais, je veux pas taper sur le clou, là, mais tu sais, je veux dire, c'est les questions que beaucoup de monde se pose, puis on se dit, tu sais, c'est du monde de l'extérieur. Mais au bout de la ligne, définitivement, c'est toi qui as la réponse. Moi, j'avais jamais perdu 2 combats d'affilée. Alors, c'était une chose que je me dis, ben, j'ai encore de l'espoir, j'ai encore du gaz dans la tank. C'est sûr que mon dernier combat m'a fait extrêmement mal. C'était pas un combat que j'étais normalement supposé de perdre. C'est sûr que pour un athlète comme moi, perdre à répétition va laisser une tâche à mon héritage. Alors, c'est sûr que si je commence à avoir accumuler plusieurs défaites de suite, c'est sûr que ça va être le signe, ça va être le temps de prendre ma retraite. Mais je pense que j'ai encore du gaz, j'ai encore l'amour, la passion, je vais encore accomplir d'autres choses. Peut-être ça va être dans un autre sport de combat, sait-on jamais. Mais bon, mais comme que je vous dis, là, en ce moment, à mon dernier combat, je vais être franc avec vous. Je sais que j'avais du gaz à la tête, mais il m'en reste beaucoup moins que qu'est-ce que je pensais. Le dernier combat m'a fait vraiment mal. Le dernier camp d'entraînement a été vraiment difficile. J'ai monté à 215. J'ai baissé à 175. Même à la pesée, j'étais à 173 livres. Alors, j'ai perdu beaucoup de poids. Ça m'a beaucoup affaibli. Je ne peux rien enlever à Francis Lafrenière, qui a fait un excellent travail. Ses coachs se sont bien ajustés. Ils ont eu un très bon plan de match. C'était sa soirée de rêve. Moi, j'ai offert à Francis la chance de m'affronter. J'espère qu'il va me renvoyer l'ascenseur pour une revanche, parce que je pense que la foule, les gens qui étaient sur place ont adoré le combat. Les gens qui n'ont pas vu le combat, qui n'ont pas été sur place, en entendu parler, puis je suis sûr qu'ils aimeraient ça, avoir la chance de revoir une prise 2. Alors, si Francis me fait l'honneur de me donner une revanche, moi, je vais la prendre sans équivoque. Puis, sait-on jamais, peut-être qu'on va être le Gatti Ward du Québec. Si je gagne la deuxième, c'est sûr que moi, je vais lui offrir une revanche pour un troisième. Alors, ça prête aussi un peu le Stéphane Ouellette Davidson d'état moderne. Définitivement, vous avez le style des deux pour devenir peut-être un Gatti Ward du Québec. Est-ce que Jean-Pascal a peur de l'après-boxe? Toute la lumière, le spotlight, les sentiments que tu ne pourras plus jamais recréer à part d'être dans un ring. Est-ce que Jean-Pascal a peur d'arrêter la boxe pour ça? Pas pour ça. Il y a quelques années, oui, j'avais peur d'arrêter la boxe, mais pas pour le spotlight. C'est vraiment parce que je me définissais en tant que personne boxeur. Moi, dans ma tête, Jean-Pascal est un boxeur et Dati Darsa. Et avec le temps, j'ai compris que je suis pas juste un boxeur. C'est qui Jean-Pascal sans la boxe? C'est la boxe, ça a été un véhicule
qui va m'emmener ailleurs dans la vie. Mais moi, pour moi, Jean-Pascal, sans la boxe, c'était pas Jean-Pascal. Alors, ça m'a pris du temps pour comprendre, mais la boxe, c'est juste un véhicule qui va m'emmener un peu plus loin dans la vie. Tu sais, mon père biologique était en politique. Il a été, tu sais, il a fait beaucoup de choses, il a accompli beaucoup de choses pour son pays. Alors, j'ai plein d'atouts dans mon coffre d'outils que j'utilisais pas, que maintenant, tranquillement, pas vite, j'apprends à utiliser. Juste le fait que j'ai parti Apex Athletes Management pour aider la nouvelle génération, pas juste de boxeurs, de combattants, mais d'athlètes. Parce que je veux m'associer avec d'autres gens qui sont dans d'autres sports. Parce que moi, je me dis, je vais commencer avec la boxe parce que c'est ça que je connais le mieux. Et par la suite, je pourrais me diriger dans d'autres sports puis m'associer avec d'autres gens. Mais je veux redonner aux gens. Puis Jean-Pascal, c'est pas juste un boxeur. Jean-Pascal a plein de qualités, a plein de tours dans son champ, c'est dans son chapeau. Mm-hmm. Ah, ben c'est bien, parce que souvent, les athlètes ont peur de prendre leur retraite ou veulent pas prendre leur retraite parce qu'ils ont peur de se retrouver devant rien. Ils ont peur de perdre leur identité, justement. Oui, définitivement, comme je vous dis, voilà une couple d'années, oui, j'avais peur de ça. J'en cache pas. Je me disais, qu'est-ce que j'allais faire sans boxe? J'étais chez moi après une défaite. J'avais ma belle piscine, ma grosse maison, mes gros chars, mais c'était vide de sens pour moi si je ne remontais pas sur le ring. Donc peut-être que j'avais peur, mais aujourd'hui, non, j'ai vraiment pas peur de la retraite. J'ai même plutôt hâte de la retraite parce que je sais que j'ai plein d'autres projets qui s'en viennent, mais cependant, je veux terminer le projet boxe. Comme je vous dis, je suis plus proche du fil d'arrivée que du fil de départ. Alors, il me reste quelques combats. Puis aussi, j'avais un rêve, c'était de me rendre à 50 combats professionnels. J'en ai 48. Alors, si Francis, tu m'écoutes, une revanche, admettons, je gagne 49 et finissons en beauté ensemble à 50 combats. Ou David Loiseau. C'est ce qui se passe avec ça. David Loiseau, oui, David Loiseau, je sais que Chicken Loiseau, comme que je l'appelle, Chicken Loiseau, ça peut être une option aussi. Je sais qu'il m'a nargué beaucoup sur les réseaux sociaux. Je sais que toi aussi, même assez cassé. C'est toi qui as appelé, hein? Ouais, mais vous parlez que vous êtes que les boxeurs ont peur de vous. Je dis, ah ouais, on a peur des gars de MMA. Fait que j'ai appelé, comme que tu sais, je suis pas gêné. Je suis très bon avec un micro. Ouais. Alors, j'ai décidé. Puis en plus, j'ai vu que c'était séquencé, justement, on partageait ça, le 98.5 a partagé ça sur leurs réseaux sociaux, puis on a eu beaucoup de views, beaucoup de commentaires. Là, je me suis dit, peut-être ça prête quelque chose d'intéressant, que ce soit toi ou David Loiseau, un combat mix. Ça prête quelque chose d'intéressant, tu sais, pour divertir les gens, parce qu'à la fin de la journée, tu sais, on a beaucoup de problèmes. La vie coûte cher, on a de la récession. Les gens veulent se divertir pour oublier certains leurs problèmes. Si pendant 1 heure de temps, on peut les aider à oublier certains problèmes, ça veut dire qu'on va avoir fait notre travail. Nous sommes, oui, on est là, c'est un sport, mais on est là pour divertir les gens en même temps aussi. C'est pour ça que je faisais des conférences de presse très piquantes pour attabler les gens le vendredi soir pour les combats. Jean, t'es une légende de la boxe, point. Pas de la boxe canadienne, pas de la boxe québécoise, de la boxe, point. T'as marqué une génération, t'as marqué une décennie. Je suis très fier de t'avoir en entrevue ici, puis je suis content d'avoir vu une autre facette de toi, d'avoir parlé du sport-études, d'avoir parlé de Apex Management. Puis tout le temps que tu vas vouloir continuer à boxer, tu seras personne indifférent, puis je pense qu'on va continuer à te suivre, puis on va t'encourager là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et garde le punch. Yes, sir.